Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents et présentes ce soir pour cette dernière séance des débats de l'INHA avant l'été, dans cette salle où il fait frais. Donc ce soir, je suis vraiment très ravie de pouvoir introduire ce débat qui va porter sur la question d'une écologie, d'écologie au pluriel dans les institutions culturelles, quelles qu'elles soient, et donc de pouvoir, grâce à la modération de Clémentine Mercier, qui est journaliste au service culture de Libération, évoquer ces questions avec Chiara Vecchiarelli et Nicolas-Xavier Ferrand, que je laisserai Clémentine présenter plus longuement tout à l'heure. Je ne veux pas monopoliser beaucoup plus la parole, juste vous dire que bien sûr, donc nous sommes dans un espace de débat entre nos intervenants et intervenantes, mais vous aussi vous pourrez prendre la parole. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent en tête pendant le cours du débat, que vous voulez garder pour la fin, voilà, nous faire signe. On est aussi là pour créer un espace de dialogue et de discussion collectif. Voilà, merci beaucoup à tous et à toutes, merci à tous les trois. Voilà, je vous dis à plus tard. Merci Lucie pour ta présentation, merci à tous d'être venus, merci à vous deux d'être à mes côtés, et personne ne pourra aller contre cette sensation et cette affirmation que le monde a chaud. Bon, là il fait frais, mais l'océan est bouillant, vous le savez, les forêts brûlent, les animaux suffoquent, les êtres humains se liquéfient, et paradoxalement aussi, on voit des orages très très forts comme il y a eu cette nuit. Alors nous ne sommes pas avant l'orage pour faire un clin d'œil à la belle exposition qu'il y a eu à la Bourse du Commerce, mais en plein dans cet orage ces orages qui nous font, qui sont assez dévastateurs. Et dans un monde qui prévoit un réchauffement à 2,7 degrés en France en 2050 et à plus de 4 degrés en 2100, les musées n'échappent pas à ce réchauffement. Les chiffres sont là et tous les ans, nous le ressentons de plus en plus dans nos corps. On le voit de façon concrète dans les paysages, dans les feux de forêt, dans le manque cruel de neige. Et nous constatons cette fuite en avant de manière un peu désemparée. Bien sûr, le coup d'arrêt du Covid a été un moment charnière. Il a fait apparaître soudain un système mondialisé de l'art qui a été pulsé par un marché toujours plus gourmand en énergie et par un besoin de renouvellement très, très rapide et assez difficile à suivre. Donc ça a été un moment de prise de conscience. Il y a eu aussi une sonnette d'alarme qui a été tirée en 2021 avec la publication d'un rapport dans le cadre du plan de transformation de l'économie française qui s'appelle « Décarbonons la culture ». Ça a été écrit par un think tank qui travaille à libérer l'économie de la contrainte carbone et dans lequel il y avait un certain nombre de recommandations concrètes que j'ai trouvées intéressantes pour tout le secteur de la culture, mais aussi pour le secteur des arts visuels en particulier, auquel nous appartenons, afin de décarboner l'économie. Par exemple, comme ce document préconise, par exemple, la substitution de protéines animales et de viande rouge dans les vernissages, plutôt à remplacer par les protéines végétales, ou par exemple le renoncement à d'autres choses, et notamment à certaines œuvres, et notamment à ces innovations technologiques qui ont fait grand bruit récemment, comme les NFT, qui sont fortement carbonés. Alors, on peut ajouter que la crise énergétique déclenchée par la guerre en Ukraine avec la hausse des prix de l'énergie pousse les acteurs et les musées et leurs acteurs à accélérer leur transition écologique. Donc, forcément, les musées sont incités à se mettre au vert. Pas seulement en ce qui concerne leur fonctionnement quotidien, mais aussi en fonction de leur contenu. Bon, je citerai l'exemple un peu marquant qui plaisait beaucoup à Lucie du musée d'Orsay qui a fait un parcours au sein de ses collections qui s'appelle 100 œuvres qui racontent le climat. En fait, c'était une initiative assez maligne pour relire les œuvres du 19e siècle et celles des grands maîtres à l'aune des inquiétudes contemporaines. Et dans ce grand paquebot
qu'est le musée d'Orsay, ouvert à tous les vents et qui a récemment élaboré un plan de sobriété énergétique fin 2022, c'est assez récent, et qui travaille à la baisse du chauffage, de la climatisation aussi. Donc le changement se voit à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc pour répondre à cette question qui est celle de notre conférence aujourd'hui, enfin de notre débat plutôt, c'est quelles écologies au musée? Alors c'est une question plurielle, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs écologies, vous allez nous raconter tout ça. Lors d'un précédent débat, ça avait été déjà évoqué, cette question de l'écologie, mais vous étiez resté plutôt sur des questions d'héritage, de culture visuelle, de comment on lit les images aux prises avec la crise écologique et comment ces représentations agissent sur les consciences. Aujourd'hui, nous avons deux nouveaux invités, donc qui ont tous les deux une double casquette. Et à la fois universitaires, mais ils ont aussi tous les deux les mains dans le cambouis, si je puis dire, et puisqu'ils sont commissaires d'exposition. Donc Chiara Vecchiarelli, à ma droite, vous êtes docteur en philosophie, mais aussi docteur en culture visuelle. Vous enseignez la philosophie de l'art, l'esthétique et la philosophie générale à la Sorbonne. Vous avez été chargé de la programmation d'un cycle qui s'appelle Créateurs face à l'urgence climatique pour la Fondation Thalie, à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Vous êtes par ailleurs donc commissaire d'exposition à l'international. Et vous, Nicolas Xavier à ma gauche, Nicolas Xavier Ferrand, pardon, vous êtes aussi docteur en histoire de l'art et suite à votre thèse, vous avez orienté vos recherches sur l'étude des relations entre humains et non humains dans les images. Vous travaillez actuellement en tant que chargé de recherche à la Bourse du Commerce. Je ne savais pas qu'il y avait des chargés de recherche à la Bourse du Commerce, donc ça c'est très intéressant. Vous avez dirigé le projet scientifique de l'exposition Arte Povera récemment et vous avez été aussi co-commissaire de l'exposition Avant l'orage à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Vous vous intéressez tout particulièrement à la question écologique au sein du musée et à la façon dont les images participent à l'édification de certaines formes de réalité, de conscience. Vous allez nous expliquer tout ça. Alors, l'écologie, c'est un mot, vous le savez, qui vient du grec oikos, la maison, logos, la science, l'étude. Donc, c'est littéralement l'étude de l'habitat et l'étude des interactions entre un organisme vivant et son milieu de vie. Le musée, c'est un biotope, c'est aussi notre maison, à tous, amateurs et professionnels de l'art. Donc avec vous deux, j'aimerais qu'on avance peut-être en 2 temps ou en 3 temps si on a le temps, en nous intéressant d'abord concrètement à ce que vous observez personnellement dans les musées. Vous avez une expérience, vous n'êtes pas que des chercheurs dans vos bibliothèques, et pour nous dire comment les musées se repensent de façon pragmatique. Et dans un second temps, j'aimerais entrer dans le cœur du sujet de ce qui vous anime à tous les deux, en tant qu'historien de l'art, commissaire d'exposition, à savoir les thématiques des expositions sur lesquelles vous travaillez, et bien sûr, le travail des artistes que vous défendez et que vous aimez. Et après, si on a le temps, on élargira. Alors, le musée, ces grandes carcasses, ces infrastructures, ce biotope, comment est-ce que vous voyez, tous les deux, l'un après l'autre, vous allez me dire, cette prise de conscience de l'urgence écologique, concrètement? Je m'adresse à vous en tant que curateur, à votre casquette justement de collaborateur scientifique d'institutions culturelles. Vous qui êtes particulièrement sensibilisé à ces questions, est-ce que vous avez le sentiment que le monde des musées se réveille? Est-ce que vous le voyez? Peut-être Chiara, je me tourne vers vous. Est-ce que vous voyez des choses intéressantes se faire? Alors là, je parle plutôt du musée comme institution, comme lieu d'exposition. Donc là, concrètement, est-ce que vous, quand vous faites vos expositions, vous voyez les choses changer? Oui, certainement oui. Il y a des prises de conscience pour des ordres de raisons différentes. Et à des échelles différentes, bien entendu. Donc les musées prennent conscience de plus en plus
des exigences de décarbonisation, par exemple, de conservation des œuvres, parce que le changement climatique impacte aussi la manière dont on conserve les œuvres et de leur propre impact. Après, ce qui est intéressant aussi est aussi de constater comment les musées commencent à élargir leur compréhension de l'impact qu'ils ont. Et donc, ne se limite plus, comme cela pouvait être le cas au tout début de cette prise de conscience, à l'impact local. Donc, bien sûr, la consommation d'énergie, d'eau, tout ce dont nous sommes au courant. On commence à prendre en compte aussi l'impact de la production des œuvres, par exemple, du projet individuel, du public des musées. Alors, le public qui voyage pour venir au musée impacte. Et donc, tout ça est pris en compte et ça permet de sensibiliser aussi, par exemple, le spectateur, le visiteur. Donc oui, je dirais qu'il y a, après on peut faire des exemples, j'ai peut-être laissé rebondir Nicolas, Xavier. Nicolas, Xavier, vous qui collaborez à la Bourse du Commerce par exemple, est-ce qu'il y a un responsable de ces questions-là, là-bas ? Est-ce que même vous, Chiara, est-ce que vous avez affaire à ce genre de nouveaux postes, de nouveaux métiers qui existent dans les musées ? Est-ce qu'un musée privé comme la Fondation de la Bourse du Commerce cette collection privée a un responsable, un monsieur développement ou madame développement durable. Alors c'est une madame en l'occurrence, mais tout à fait oui, c'est un poste qu'on a créé et il y a plusieurs années maintenant, j'ai plus la date exacte en tête, mais ça a coïncidé justement aussi avec l'exposition avant l'orage. On s'était dit on va faire les choses, on va les faire en profondeur. Et en fait, on a la chance d'être une jeune institution, on a ouvert en 2021. On a ouvert post-Covid, donc on avait un ensemble de questions en tête qui, je dirais, ont été là dès le départ. Le fait de, par exemple, réhabiliter un lieu ancien plutôt que de construire de zéro, ça participe déjà d'une réflexion de ce type-là, de réinvestir quelque chose plutôt que de construire. On sait que a priori, ça va coûter moins d'énergie, même si on peut en débattre dans ce que ça peut générer. Et dans la construction du musée, dans son fonctionnement, on va dire, les labels d'éco-responsabilité et RSE ont été recherchés et obtenus la plupart du temps. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça rejoint ce que disait Chiara, c'est qu'effectivement, en fait, on a débuté dans l'exposition d'avant, qui s'appelait Une seconde d'éternité, où on avait demandé à un organisme indépendant en fait, de faire notre empreinte carbone. Donc nous, chaque service, le service curatorial, le service production, le service marketing, le bâtiment, les services des publics, etc., fournissions un ensemble de données qu'on nous demandait, ce qui leur a permis d'évaluer un peu, on va dire, nos points de succès, nos points d'amélioration, nos points d'échec. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que premièrement, en vérité, la plupart des grandes institutions en France le font, à ma connaissance. Tout le monde s'est lancé à minima dans un processus d'audit interne qui se suit des faits, puisque après l'organisme vous donne, on va dire, une sorte de chemin de route et de chemin de route, enfin de feuille de route, et en fait, ça va se traduire de façon très concrète. Par exemple, pour l'orage, on s'était, on va dire, obligé à ne prendre que des œuvres qui se situaient dans l'Union européenne. Ce qui, pour une collection qui est internationale, on peut avoir des œuvres qui sont situées aux États-Unis, etc., en Asie, on s'était restreint, on s'était empêché de prendre des œuvres parfois très intéressantes, mais justement pour essayer qu'il y ait une forme de sobriété dans le processus curatorial et que ces contraintes nous amènent aussi à être peut-être plus inventifs. Pour que le fond de l'exposition aille avec la forme. Voilà, exactement. Et ce qui peut se traduire dans des actes parfois concrets et parfois même extrêmement bêtes. Chiara, qui a fait un certain nombre d'expositions, connaît bien ce problème. Quand vous faites une exposition, vous faites des stimèses, vous créez des faux murs. Vous passez votre temps à créer des faux murs. Si je faisais une expo ici, je pourrais me dire, bah tiens, voilà, admettons, j'ai une œuvre qui fait 12 mètres de long. Votre mur, là, il n'est pas assez grand, donc je vais boucher la fenêtre, je vais faire de l'enduit pour permettre d'avoir les 12 mètres. Donc ça, c'est de la maçonnerie, c'est de l'énergie, c'est des gens. Et donc l'expo se termine, on détruit le mur pour retrouver, on va dire, le lieu tel qu'il était à l'origine, et l'expo d'après, quelqu'un a besoin d'un mur de 13 mètres.
Donc on va reboucher la fenêtre, on va réenduire le mur, ou alors je vais besoin d'avoir un mur qui est là, donc je vais créer un mur, on va mettre une œuvre, on va détruire le mur à la fin de l'exposition, et c'est systématique dans les histoires d'avant, on se rend compte qu'on va construire un mur à 10 cm de différence, ou qui était peut-être 1 mètre de moins plus grand. C'est des choses dont on n'avait absolument pas conscience avant. Je prends un cas très concret qui peut paraître très bête, mais nous, par exemple, à la Bourse de commerce, on a pris pour principe de conserver au maximum la scénographie d'une exposition à l'autre. Ça se fait de plus en plus. Ouais. Je pense même à l'expo Wolfgang Tillmans, où il n'y avait pas de mur. Bon, ils en ont construit un, mais c'est ce genre de... Ouais. Après Tillmans, il y a une pratique déjà là, justement, de se mettre dans des lieux, d'exposer à la BPI, c'est très Tillmans. C'est des choses qu'il aurait fait sans la question climatique, mais ça rentre un peu dans son champ de réflexion à la fin. Et en fait, l'idée, c'est finalement de tout calculer, de tout mesurer, pour essayer de voir aussi, par exemple, les choses qui n'étaient pas calculées avant, le voyage que fait le pôle curatorial. Parce que on peut aller voir des gens en Italie, parce qu'on a besoin d'aller voir une exposition en Italie ou en Angleterre. Donc, on va se retrouver à prendre l'avion. Alors ça se fait plus. C'est des pratiques qui se perdent pour les commissaires d'exposition. Ce sont des pratiques qui ne se perdent pas entièrement. On a encore beaucoup de globetrotters, mais des enjeux qui commencent à être pris en compte. Donc, pour ma part, je le fais effectivement. Je voyage beaucoup moins depuis le Covid. C'est vraiment la réduction très importante. J'ai toujours été sensible évidemment à ces enjeux, à éviter des transport d'œuvres lorsqu'on peut produire localement, par exemple, ou bien transporter les œuvres d'une manière intelligente. La question des CIMES, par exemple, me faisait penser à une visite dans les coulisses du musée Guggenheim que j'avais pu faire avec le team du musée à l'occasion d'un symposium sur la soutenabilité environnementale organisé par la World Arts Foundation, une association qui réunit toutes les fondations d'art. Et là, on a pu... il y a des laboratoires de recherche sur les matériaux internes au musée. Donc, non pas uniquement une recherche de matériaux alternatifs biosourcés qui pourraient être menés en dehors du musée. Le musée lui-même conduit des recherches parce que tout simplement les panneaux sont en fait même le bois recomposé est tenu ensemble par des composantes chimiques extrêmement polluantes. La fondation Thalie avec laquelle j'ai collaboré, pour laquelle j'ai organisé donc le cycle de rencontres qui s'appelait Paroles de créateurs face à l'urgence climatique et puis Paroles de créateurs face à l'urgence climatique et puis finalement créateurs urgence climat, a terminé son activité avec une exposition les 10 ans de la fondation et pensé une éco-scénographie. Donc, qui a été réalisée par un collectif, Bento Architecture, qui est basé à Bruxelles et qui a réalisé cette architecture entièrement en matériaux biosourcés et employant des techniques, mettant en place des techniques de construction écologique. Alors, ce sont des pratiques qui sont en train de se mettre en place et qui peuvent être aussi très coûteuses en fait. Parfois, le matériel biosourcé est plus coûteux en termes de production et même d'impact carbone. Donc, ce sont des recherches qui sont nécessaires en ce moment, mais work in progress. Ça demande des investissements. Vous avez aussi un tel laboratoire à la Bourse? Non, on aimerait bien. On est une petite équipe. Non, par contre, en fait, l'agence indépendante avec laquelle on travaille, qui s'appelle Atna, qui est en fait une antenne de Arter, qui était le grand producteur indépendant des œuvres d'art pendant de nombreuses années, en fait a sourcé pour nous un peu faire une sorte de classement des matériaux les pires et des matériaux les meilleurs. Et en fait, il y a plein de choses qu'on utilise en scénographie habituelle, par exemple le Dibon, qui est une catastrophe, on va dire, en termes de ressources. La bâche plastique, qui est aussi quelque chose qu'on utilise très fréquemment, c'est assez coûteux. Donc c'est réfléchir à est-ce qu'on a absolument besoin de ce matériau? Si oui, dans ce cas-là, le faire en conscience, et sinon trouver des alternatives. Mais comme le disait Chiara, parfois les alternatives,
Elles sont plus rares à trouver, elles viennent de plus loin aussi. Donc en fait, il faut faire parfois la part des choses. Et après, ce sera un peu la suite de la discussion, ne pas non plus se focaliser absolument sur ce débat-là, parce qu'à la fin, on peut se dire qu'on aura peut-être fait l'expo la plus, entre guillemets, éco-responsable, mais peut-être que ce qu'elle va raconter, par contre, n'aura pas d'impact. Alors justement... Et je voulais juste terminer sur un point, c'est qu'il y a un élément aussi qui est à prendre en compte, c'est bien entendu, il y a les matériaux eux-mêmes, comment ils sont construits, mais c'est ce qu'ils deviennent après. Nous, ce qu'on a mis en place, et ce qui en fait maintenant est assez courant dans la plupart des institutions, en tout cas à Paris, c'est toute la scénographie qui n'est pas réutilisée, si elle est réutilisable, elle est donnée. Nous, on travaille avec un organisme qui s'appelle la Réserve des Arts. Et en fait, c'est bon, les faux murs, les plaques de placo, le miroir, le verre, etc. Ça sert de fond pour les étudiants en décor de théâtre. Donc, ils peuvent comme ça travailler à partir d'un matériel qui est déjà payé, ou qu'on a donné, qui est déjà travaillé, qui peuvent retravailler à leur tour. Et ce qui nous permet en fait de nous dire que si jamais on a utilisé un matériau qui n'est pas dingue en termes de, on va dire, d'éco-responsabilité, au moins il aura une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième vie. Et on prête aussi des éléments de scénographie. Il y a des musées qui ont toute une pratique, par exemple le Guggenheim Bilbao, mais je pourrais en faire d'autres, a créé un réseau avec les centres d'art, les galeries, les fondations de la ville et voilà des alentours, et qui sont à connaissance des matériels et qui leur sont prêtés. On ne fait plus voyager par exemple des caisses vides. Quand une caisse qui transporte une œuvre arrive, avant on la renvoyait vide et puis elle revenait. Et on garde les caisses. On garde les caisses. C'était pas le cas avant. À chaque fois qu'il y avait un transport d'œuvres, on crée une caisse. Parce qu'il y a un business de ça, des transporteurs d'art. Donc c'est leur faire accepter qu'ils vont garder la caisse, c'est diminuer la facture. Mais c'est une question d'argent, dans bien des cas, même inventer des nouveaux matériaux, inventer des façons plus responsables de les créer. C'est comme la question des transports. Nous, on avait dit pourquoi on ferait pas venir des choses en train, par exemple, parce qu'on a pas mal de choses en Italie, on a des choses... Et ça marche, ça ? Il faut que le train existe. Donc il faut que les rails existent, il faut que votre convoi... Il y a des trains quand même entre l'Italie et la France. Pas forcément partout. Oui. Et ça prend parfois beaucoup plus de temps et c'est parfois beaucoup plus cher. Donc et puis tout ne passe pas en train aussi. Donc il y a plein de choses en fait qui sont en cours. Et je dirais que c'est aussi les musées ont une part de responsabilité parce qu'en fait, comme c'est eux les clients aussi, à force, si tout le monde se met en commun pour dire on voudrait plutôt passer par ce mode-là, utiliser ce type de matériaux, utiliser ce type de caisse, s'il y a une forme de solidarité de discours, on va dire, unie, on peut arriver à quelque chose qui, de ce point de vue, soit, on va dire, aille dans le bon sens. Mais comme disait Chiara, c'est un processus et on est au début. Et je pense que dans 10 ans, on fera des choses très différentes que ce que l'on fait aujourd'hui. Alors maintenant, pour arriver au cœur de ce qui vous intéresse, vous et les choses pour lesquelles vous vibrez tous les deux, c'est sur les expositions et les artistes. Je me posais la question de est-ce que ces préoccupations écologiques changent le visage et le cœur des expositions ? Et vous, en tant qu'historien de l'art, philosophe plutôt pour Chiara, et vous œuvrant plutôt dans le champ de l'anthropologie, si j'ai bien compris, Nicolas Xavier, comment est-ce que ces expositions changent et d'abord, je voulais vous poser la question, Chiara, vous avez été responsable de cette programmation d'un cycle de rencontres. Alors peut-être qu'il y a des visuels maintenant qu'on pourrait montrer, qui s'appelait Créateur Urgence Climat. Ça fait un peu peur comme titre. Hein. Qu'est-ce que ça a recoupé cette Oui, voilà. je ne suis pas à l'origine du titre, qui était là avant mon arrivée. Donc moi, j'ai repris effectivement la programmation de ce cycle en cours. C'est un cycle de rencontres donc qui avait été pensé, qui a été créé à l'initiative de Nathalie Guillot, la fondatrice de la Fondation Thalie, durant le Covid. Donc il est né de la volonté de créer des rencontres avant tout, de poursuivre des conversations et ça s'inscrivait au cœur d'une démarche écologique qui était déjà en place. Et puis dès qu'il a été possible, grâce à une collaboration avec les Arts Déco à Paris, donc il a été porté ici et a eu lieu en présentiel. Donc j'ai repris cette programmation
parce qu'il est arrivé aux Arts Déco après la programmation de Stefano Vendramin. Et l'idée était d'inviter des artistes et des scientifiques à dialoguer autour, à chaque fois, d'un enjeu précis. Donc sur un terrain commun, au-delà des séparations disciplinaires, tout en respectant évidemment les spécificités des langages et des pratiques. Très souvent, en fait, ces distinctions venaient moins. On a souvent eu affaire avec des artistes qui étaient aussi des théoriciens voilà, des pratiques et des théories un peu comme c'est le cas dans nos recherches qui s'entremêlent. Donc pas toujours facile de faire la part entre qui est artiste et qui est scientifique. Mais donc artiste au sens très large, donc artistes plasticiens, mais designers aussi, architectes et scientifiques là aussi au sens très large, donc scientifiques, sciences dures, biologistes et océanographes physiques. Le cas de Sabrina Spike, vous parliez du réchauffement des océans, par exemple. C'était une rencontre passionnante sur les océans, philosophes, théoriciens et ainsi de suite. Donc là, vous avez la liste des invités donc, de la 4e saison. Est-ce qu'il y a des images Il y a quelques images, mais j'ai fait une petite sélection. Toutes les rencontres étaient extrêmement passionnantes. D'ailleurs, elles sont disponibles. Vous pourriez nous les commenter un petit peu? Bien sûr, oui. Toutes les rencontres sont disponibles en forme de podcast, donc elles peuvent être réécoutées. Donc là, vous voyez des images d'une rencontre donc de la pratique d'un artiste espagnol, Fernando García Dori, qui a dialogué avec une juriste, Xenia Queremonte, donc une juriste qui se situe à la frontière du droit, donc là où on est en train de faire bouger les lignes au niveau du droit. Qu'est-ce que ça veut dire en lien avec l'écologie? On se pose la question de savoir quels sont, par exemple, les droits de l'écosystème, les droits des animaux, les droits du végétal. Ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les artistes. Ça, c'est quelque chose qui certainement intéresse beaucoup les artistes, en tout cas, les artistes avec lesquels nous sommes en dialogue et qui sont exposés dans ces institutions sensibles aux questions, et non seulement aux questions écologiques et non seulement. Donc oui, elles intéressent certainement ces artistes-là. Et l'idée était, donc l'artiste que j'ai, dont vous voyez ces 2 images, s'intéresse à l'agroécologie. Donc, a lui aussi 2 casquettes. Il est spécialiste d'agroécologie et artiste qui expose dans des musées et des institutions d'art. Agroécologie, c'est ça? L'agroécologie, donc, il s'intéresse à l'agronomie, mais d'un point de vue écologique. Donc, il porte le discours écologique. Donc, c'est un artiste agronome? Agronome, tout à fait, qui s'intéresse à la production de lait, par exemple, qui est en train de recréer une économie au sein d'un village abandonné dans les montagnes en Espagne, avec toute une série de collaborations. Ce que vous voyez là, l'image en bas à droite est l'image d'un berger avec son chien berger. Il s'est par exemple intéressé aux droits des bergers et et des brebis, par exemple, qui, c'est très intéressant, fonctionne en dehors de toute logique de frontières nationales. Pour les pâturages, doivent dépasser ces divisions et ne sont pas non plus et dont les droits ne sont pas non plus protégés et reconnus. Donc, il a créé un syndicat des bergers transnational et a conduit des actions auprès de la communauté européenne. Donc en rentrant dans les dynamiques au cœur même des institutions, et là où le droit aussi, et c'est là que la conversation intéressante, à travers le droit, on peut faire bouger des choses, des lignes. La juriste, Xenia Queremonte, elle s'est intéressée au gouvernement du conflit, mais aussi, elle s'intéresse aussi donc au droit du vivant ou du non-vivant. Elle est d'ailleurs
en dialogue avec le juriste qui, en Équateur, me semble-t-il, a mis au point donc, ce dispositif qui reconnaît aux animaux et aux fleuves une personnalité juridique. Donc protéger un fleuve, protéger un dauphin, ça demande aussi de penser une catégorie qui puisse aller avec. Donc on s'est posé la question de savoir si ces catégories fonctionnent ou non. D'accord. Et il y a un artiste que vous aviez tous les deux repéré et qui était apparemment dans dont vous avez parlé dans ce cycle de rencontres, qui s'appelle Daniel Stigman Mangrané. Est-ce que vous pourriez nous en parler tous les deux? Je ne sais pas si on a des images de lui. Des images de l'œuvre. Tu veux t'arrêter sur quel? On peut commencer par là. C'est magnifique ça. Ouais, ça c'est extraordinaire. Hein. C'est très beau. C'est un de ces projets récents, donc autour de la féralité. Daniel Stigman Mangrané, c'est donc qui est un artiste comme Pierre Huyghe et d'autres artistes pour lesquels on partage un intérêt, une connaissance, donc qui est très proche des idées de son temps et des intellectuels de son temps, des penseurs de son temps, des notions qui gouvernent donc ces changements, qui sont au cœur de la réaction à l'urgence climatique. Et pour ce projet précisément, il a dialogué avec Juliana Faust, qui avait soutenu une thèse sur la féralité. Alors, dans le jury de cette thèse était présent Eduardo Viveros de Castro, qui est un grand penseur de notre époque, qui porte une pensée qu'on peut résumer par le perspectivisme, qui nous apprend à là, tu pourras peut-être, si tu le souhaites, rebondir, évidemment, parce qu'on est dans le domaine de l'anthropologie, et donc c'est une proposition de repenser la place de l'humain comme en dehors de cette hiérarchie qui a gouverné le rapport entre l'humain. Donc là, c'est un arbre qui a un œil. C'est un arbre qui a un œil, exactement. Donc là, Eduardo Viveros de Castro, en réponse à la notion de pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss, a suggéré donc à Juliana Faust de nommer donc sa réflexion, de trouver comme chapeau de sa réflexion le terme de l'expression de pensée férale, qui a particulièrement interpellé. Donc férale. Donc la féralité est férale, par exemple, un animal qui retourne après avoir été apprivoisé, retourne à un état sauvage. Donc c'est un retour à l'état sauvage après une civilisation, un rapport par exemple avec l'humain. Il y a la féralité s'applique surtout à l'animal. Maintenant, des artistes sont en train, à Paris même, de la penser en lien avec l'art, avec l'action humaine. Mais on a tous envie de féralité, c'est extraordinaire. Féralité. Et donc là, vous voyez, c'était déjà c'est ce regard donc d'un animal qui part d'un arbre et donc qui convoque toute la réflexion contemporaine sur l'intelligence du végétal, dont on pourrait parler très longuement. Nicolas Xavier, est-ce que vous pourriez rebondir sur cet artiste qui vous parle à tous les deux? Oui, c'est un bon point d'entendre, puisqu'on a eu la chance de l'exposer chacun et dans des domaines assez différents, et je pense que cette œuvre elle nous est assez commune, même si nous on n'avait pas montré cette œuvre-là. Mais en fait, le travail de Daniel Stigman Mangrané est intéressant à plus d'un titre. C'est d'abord un artiste, je dirais, du franchissement ou du flou. En fait, c'est quelqu'un qui cherche à se situer souvent en dehors des catégories de la modernité. La modernité dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui se situe dans des catégories très étanches. La nature et la culture, ce sont deux choses différentes. Les humains et les non-humains, ce sont deux choses très différentes. Nous et l'environnement, le sujet et l'objet. Et le travail de Daniel va se situer un peu dans cet entre-deux. Et une image comme celle-là, alors qui est inspirée par le fait qu'il a vécu au Brésil pendant de nombreuses années, qu'il a fait beaucoup de séjours dans la forêt, en se laissant immerger justement dans ce milieu où en tant qu'humain on peut se sentir un petit point dans une immensité, un petit point relié aux autres. C'est cette idée
justement que l'on perd un peu l'identification à soi et l'identification à l'environnement. Une œuvre comme celle-ci, et vous l'avez tout de suite vu, c'est comme s'il y avait un regard qui était porté en fait depuis la forêt. Et effectivement, comme disait Chiara, Daniel, et je pense que tous les gens qui s'intéressent à ces questions sont très marqués par le livre magnifique de Viveros de Castro qui s'appelle Métaphysique cannibale, qui est une vraie forme de pensée décoloniale, puisque c'est pensé depuis les concepts des peuples autochtones d'Amazonie. C'est comment forger un système de pensée depuis leur système de croyance, leur vision du monde, qui est basé sur, comme tu le disais, le perspectivisme, qui débouche sur un multinaturalisme. Alors sans faire un cours sur Viveros de Castro, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour ces populations, en fait, la nature d'un être change en fonction de qui la regarde. Nous, humains, allons voir voilà, un tigre dans la forêt, et le tigre est un tigre. Nous le voyons ainsi. Mais le tigre est un humain qui a à ce moment-là un vêtement de tigre. Et un jour, il va rentrer chez lui, il va enlever son vêtement, et c'est un humain. Et il a une intériorité qui est exactement la même que la nôtre. Et le tigre, quand il nous voit, il va avoir quoi? Un pécari. C'est pour ça qu'il nous chasse. Le sang versé par la victime va être perçu par un non-humain comme de la bière de manioc, etc., etc. Donc il n'y a pas d'ontologie fixe, il n'y a que des jeux de regard qui font que chaque entité peut avoir une nature particulière, une ontologie particulière, et donc que la réalité se démultiplie à ce moment-là. Ce qui veut dire que quand nous regardons la forêt, nous avons conscience, si nous sommes dans cet état d'esprit, que la forêt nous regarde en retour et que nous ne sommes pas le pur sujet depuis lequel tout se crée et tout se compose. Et en fait, Daniel a un ensemble de protocoles assez simples, en fait, justement pour renvoyer ce regard ou pour faire se perdre la perspective. Je pense au film qui s'appelle The Spy in the Forest ou 24 mm, où on est dans la forêt qui est filmée par une caméra qui tourne. Voilà. Donc on perd complètement l'idée qu'on a un premier plan, un arrière-plan, qu'on a une idée d'échelle humaine dans le regard, ce qui est très fort quand même à l'échelle d'un film, parce qu'un film reproduit une vision humaine de façon très normative. Et Daniel Stigman-Mangrané fait partie de ces artistes, comme d'autres, qui vont chercher à interroger. Donc c'est un peu ça, faire entrer l'écologie au musée, c'est faire entrer cette multiplicité des regards. Est-ce que c'était ça que vous aviez montré dans Avant l'orage? C'est ce que vous avez cherché à montrer aussi? Oui, et alors je vais aller tout de suite dans une œuvre qui m'est chère. Celle de gauche, c'est une œuvre de Diana Saiter qui s'appelle The Best Outside is the Inside, qui est une vidéo assez ancienne, où c'était aussi quelque chose qui nous intéressait, c'est de montrer des choses qui se situaient avant la mode des expositions écologiques. Parce qu'il faut quand même le dire, et on a tous eu les pieds dedans, on est dans un mouvement qui répond aussi à de l'opportunisme de la part des institutions. Faut pas se le cacher. Et cette œuvre aussi, donc celle qui est à gauche, elle date de 1998, à un moment donné où ces questions-là, dans le monde de l'art, elles n'étaient pas très mises en avant, pas beaucoup mises en avant par les institutions, ce qui voulait pas dire qu'il n'y avait pas des artistes qui étaient férocement engagés dans ce combat-là. Parce qu'il y avait des penseurs et des penseuses qui étaient passés par là. Les livres de Donna Haraway avaient déjà 20 ans. Les livres de Latour, les premiers grands livres de Latour ont déjà une quinzaine d'années. Donc c'est déjà des choses qui circulent. Et ça, c'est une œuvre très simple. Vous avez 2 postes de télévision. Un en bas, vous allez avoir un plan fixe d'une forêt la nuit, qui est en fait une forêt qui est à Los Angeles, donc c'est une fausse forêt en vérité. C'est un peu comme les buttes Chaumont, quoi. C'est une sorte de recréation fictive de la nature sauvage. Donc on a un plan très normatif de paysage avec un sujet qui le regarde et un décor comme ça. Et le téléviseur du dessus va donner un ensemble de contre-champs. On va se situer à gauche, à droite, on va se situer de l'autre côté, on va se situer parfois en contre-champ. Donc on va voir finalement le regard qui est porté par l'artiste, et on va avoir aussi un long plan qui est produit derrière le premier plan. On va voir l'équipe au travail et donc l'artiste. Et une œuvre comme celle-ci, elle désactive la neutralité du regard. Le regard humain qui va se penser comme un regard objectif, un regard totalisant, parce que je pense que ça peut être un des sujets de la discussion, c'est que c'est pas mal à l'œuvre chez Pierre Huyghe aussi, cette question de la perspective humaine, qu'on a instituée au moment de la Renaissance comme un fait en soi, comme une sorte d'impensé. C'est devenu un impensé, c'est devenu un habitus, à tel point qu'on a appelé ce genre de choses des choses réalistes, parce qu'elles
rendait compte de la réalité, mais elle rendait compte de la réalité visuelle pour nous. Et ce que fait Diana Setter, c'est de montrer qu'il y a un contre-regard, qu'en fait, nous ne sommes pas des spectateurs ou des spectatrices abstraits devant l'œuvre ou devant l'environnement, devant la nature, mais que nous sommes partie prenante et nous sommes nous-mêmes l'objet d'un regard. Et chez Diana Setter, ça se double d'une réflexion féministe, bien entendu, avec le corps de l'artiste qui devient un objet dans l'œuvre, sauf qu'elle produit ce regard, elle est sujet et objet à la fois dans son dispositif. Donc bien entendu, cette question du regard, elle était absolument centrale. Alors tous les deux, vous êtes très très fanatiques du travail de Pierre Huyghe. Hein. Chiara, vous avez travaillé avec lui, je crois, à la Documenta. C'était un moment marquant. Est-ce que c'est quelque chose dont vous voulez nous parler précisément de ce... Alors je ne sais pas si on a des images. Je pense qu'elles sont plus longues. Je te mets le chien. Oui, c'est très bien le chien. Oui. Human. Ah, ça devait être extraordinaire de travailler sur ce... Oui, c'était extraordinaire. Alors, on était une immense équipe, donc il y avait des personnes qui ont travaillé plus spécifiquement sur ce projet, mais c'est à ce moment-là que ma conversation avec Pierre Huyghe a commencé. Pierre Huyghe était non seulement un artiste invité, mais faisait aussi partie du comité de consultation Advisory Committee de la Documenta. Donc il a participé en tant qu'artiste, qui est assez rare, aux discussions autour du concept, des concepts porteurs, fondateurs de ce projet dès le début. Et donc il y a eu ce premier moment et récemment j'ai pu écrire un texte pour une exposition à la Punta della Dogana, donc collection Pinault, qui a eu lieu en 2024. Oui, 2024-2025. Non, elle a un peu changé. Oui. Et le travail de Pierre Huyghe nous montre, et j'ai amené des photos, des images de ce projet et du projet de Sculpture Project de Münster. On peut rester, quelques instants sur ces images. Alors, pour me relier, pour rebondir sur ta réflexion autour de la perspective, très rapidement, effectivement, la perspective centrale qui est mise au point dans la Renaissance, dont Panofsky nous a appris qu'elle est une forme symbolique. Cette perspective-là présuppose aussi un sujet privilégié face à un objet. Je me souviens très bien du moment où Pierre Huyghe était à la recherche d'une manière de penser l'œuvre indépendamment de cette dichotomie entre le sujet et l'objet. Donc de questionner une de ces dichotomies qui gouverne effectivement, surtout dans la pensée et dans les pratiques occidentales. Ce n'est pas le cas dans d'autres ontologies, comme a pu nous le dire Nescola. Nos vies. Donc dans ce projet, en fait, ce qui se passait, tout d'abord, Pierre Huyghe et la Documenta a eu un projet extrêmement important dans la carrière d'un artiste, et un artiste qui a le choix entre différents sièges pour son projet va facilement demander à être exposé dans le grand musée. Là où l'accès est plus c'est ça, on n'est plus au musée là, on est à côté. Au musée, on est vraiment à côté parce que Pierre Huyghe a choisi les marges, vraiment le lieu de compostage du grand parc baroque. Donc un lieu qui n'était pas non plus accessible, et a travaillé pendant des mois pour créer ce lieu. Alors lorsqu'on rentrait sur le site, il n'y avait rien qui se déclarait à première vue comme en tant qu'œuvre d'art. On avait des mauvaises herbes, des belles herbes, des insectes, un chien avec cette patte colorée qui se baladait. Et puis on pouvait, rencontrer quelques traces. Donc cette sculpture d'une femme allongée avec une ruche d'abeilles. Donc déjà une réflexion aussi sur la primauté de l'esprit humain qui est remplacé par cette colonie, donc une collectivité qui allait scanner tout l'espace, donc qui allait se nourrir sur des plantes qui étaient des plantes qui avaient été plantées par l'artiste en raison de leur effet psychotrope ou aphrodisiaque sur l'humain. Donc, oui. Ça, je ne savais pas. Oui, c'est une œuvre qui a beaucoup de niveaux de lecture, mais qui avait cet impact aussi très immédiat qui nous fait perdre un peu les repères
qu'on peut s'attendre d'une œuvre d'art traditionnelle, comme ça pouvait être le cas avec Daniel Sigmund Mangrene et cette œuvre que tu as citée, Phantom, que tu as citée rapidement, me semble-t-il, Nicolas Xavier, qui a été montré à la Fondation à Anticipation Lafayette à Paris. Alors, si on rentrait, on ne voyait pas grand-chose parce qu'il s'agissait d'un casque de réalité virtuelle. Et lorsqu'on s'immergeait dans cette réalité virtuelle, on se retrouvait donc dans la forêt tropicale que l'artiste avait scannée. Et en fait, donc ce qui était déjà très suggestif, et ce qui était très intéressant était le moment où on regardait par terre, en bas. En fait, il n'y avait pas de parterre, il n'y avait pas de sol. À ce moment-là, on comprenait qu'on était la nature, que la nature était notre propre corps. Et c'est quelque chose qu'on ressent aussi d'une manière différente, dans le travail de Pierre Huyghe, parce que le visiteur qui entre n'est pas un regardeur, n'est pas quelqu'un qui se situe à distance de l'œuvre, il fait partie de l'œuvre. Et très rapidement, le travail de Münster, donc à Sculpture Project, de 2017, donc After a Life Ahead, était un projet là aussi très complexe, dont je ne vais pas m'attarder sur ces détails, mais qui avait été réalisé à partir d'une patinoire désaffectée, dont l'artiste a creusé le sol, créant ce paysage lunaire, des ruches d'abeilles, de terre, habitait cet espace et encore une fois sans rentrer dans les détails, l'espace était quelque part, des éléments de l'espace étaient chorégraphiés à partir d'un incubateur, donc sur les bords, on va dire un petit incubateur au cœur duquel se tenaient des cellules cancéreuses. Donc ces cellules étaient en communication avec des senseurs situés dans l'espace qui relevaient le taux d'oxygène, le taux d'anhydride de CO2, le taux d'humidité et tout ça. Le visitateur participait à tout ça, mais au même on voyait les cellules vraiment? On ne les voyait pas, on voyait l'incubateur. Oui. On ne les voyait pas, mais ces cellules, donc, selon donc, la variation de ces éléments, de ces paramètres que l'artiste avait choisis, et à la vérification desquels contribuait l'abeille autant que le vivant, autant que l'oiseau qui pouvait rentrer par les ouvertures, autant que la pluie qui pouvait aussi tomber dans le site, les bactéries qui se développaient. Donc à partir de ce développement et de ces rythmes, donc elle pouvait se développer plus lentement, plus rapidement. La chorégraphie qui gouvernait les ouvertures, dans d'autres expositions, les lumières, l'allumage, donc le petit aquarium se modifiait. Un autre oui. Alors, Pierre Huyghe est justement connu pour faire entrer le vivant dans ses expositions. Et Nicolas Xavier, vous avez écrit un texte qui m'a intéressé, où vous êtes penché sur les limites justement d'exposer vous parliez de la mode des expos écolos, et vous avez parlé aussi vous avez écrit sur les limites d'exposer le vivant dans les expositions. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, et est-ce que cela a à voir avec ce que vous nommez une esthétique post-naturaliste, qui est un peu votre... Oui, c'est mon cheval de bataille, voilà. On va dire. C'est ma petite invention théorique, qui ne m'appartient pas entièrement. En fait, moi, l'essentiel de ma démarche, elle est basée, on va dire, sur deux auteurs. C'est la pensée de Philippe Descola dans un premier temps, qui a théorisé ce qu'il appelle le naturalisme, et on va dire c'est la réalité dans laquelle on vit, c'est la façon dont on voit le monde. On va séparer le monde entre humains et non humains, et on va avoir cette tendance à penser que seuls les humains sont pourvus d'une intériorité totale, que nous sommes les seuls animaux doués d'une raison, d'une conscience réflexive, d'émotions complexes, et qu'on peut accorder à certains animaux une forme d'intelligence mais pas la même que la nôtre, certaines émotions mais pas la totalité, l'intensité des nôtres, et que les plantes n'en sont quasiment intégralement dépourvues, et que les minéraux n'ont rien de tout ça, et que les climats ne pensent pas et ne ressentent pas, etc. Et donc quand on se situe dans une perspective post-naturaliste, alors c'est moi qui invente cette catégorie historique, c'est qu'on va identifier des moments de franchissement où on va justement accorder, comme pourrait le faire Daniel Sigmund Mangrene ou Pierre Huyghe, une forme d'intériorité, voire une intériorité totale aux non-humains,
ce qui veut dire que l'exposition devient un espace de relation, devient un espace de création, d'activation, de mise en évidence de ces relations dans lesquelles les non-humains sont des acteurs comme les autres. Et ce qui m'amène à ma deuxième référence, qui est Tim Ingold, qui est un autre anthropologue qui est moins connu, mais qui a travaillé sur la question de la fabrication. Il a écrit un livre merveilleux qui s'appelle Faire, et qui a analysé en fait ce que voulait dire fabriquer dans notre monde, en architecture, en art, en anthropologie, en archéologie, et que notre façon d'envisager la fabrication, c'est ce qu'il appelle une forme, enfin une dynamique illémorphique, qui est un terme qu'il emprunte à Aristote. Et dans cette dynamique illémorphique, c'est toujours l'idée qu'un esprit humain s'impose à la matière. Voilà, que n'importe quel artiste va avoir un projet dans sa tête, et que ce projet va donner forme à la forme, et que la forme n'a rien à dire. La forme est muette, passive, ductile. Et donc quand on analyse, c'est ma grille d'analyse des expositions que je visite, ou même des œuvres d'art que je regarde, parce que on va dire tout le monde est bien intentionné. Il y a plein d'artistes très bien intentionnés vis-à-vis de l'écologie, il y a plein de commissaires d'exposition très bien intentionnés, je pense que tout le monde est assez honnête, sauf qu'à la fin, moi, ce qui m'intéresse, c'est quel type de relation se crée dans l'espace d'exposition. Qu'est-ce qui se passe? En gros, pour que ça marche. Pour que ça marche. Pour que ça soit effectif. Et surtout, vous considériez ça comme une œuvre d'art, en fait. Pas tellement, en fait, pour que, effectivement, à la fin, dans ce musée, et c'est un point qu'on développera peut-être après si on a le temps, qui est le lieu de la culture par excellence, donc qui n'est pas le lieu de la nature. Dans le lieu de la culture par excellence, est-ce qu'il y a une place pour les non-humains? Et quand on ressort de l'exposition, est-ce qu'on a l'impression d'avoir parlé avec des choses qui ne sont pas humaines, ou d'avoir été en contact avec des choses qui ne sont pas humaines, ou qu'il y avait des objets qui n'appartenaient ni totalement à la nature, ni totalement à la culture, mais dans une forme d'entre-deux. Et en fait, il y a plein d'expositions qui ont été assez magistrales de ce point de vue-là. Je pense à l'exposition à laquelle aucun de nous deux n'a participé, mais On Air de Saraceno au Palais de Tokyo par Rebecca El Marjbadel, où on était vraiment au milieu des araignées qui se baladaient dans le Palais de Tokyo, et il n'y avait aucune frontière, aucune barrière, et on regardait assez timidement ces petites choses. On les entendait surtout. On les entendait aussi, mais ce qui veut dire, c'était leur donner une voix, littéralement. Et des musiciens humains venaient jammer avec le son des araignées, ou qui s'adaptaient finalement à ce son-là. Donc je prends cet exemple-là parce que j'en suis pas l'auteur, donc je peux en parler avec beaucoup de liberté. Ça, c'est un exemple qui m'avait frappé, mais comme voilà les fameuses expositions de Pierre Huyghe, moi j'ai pas participé avec, mais l'idée que le chien, même au centre Pompidou, se baladait, et on se retrouvait à suivre ce producteur de signes, on était littéralement guidé par le chien dans un musée, ça produit quelque chose quand on est un historien de l'art ou un professionnel, etc., quelque chose qui est de l'ordre de la transgression, et qui fait qu'on revient à quelque chose de très archaïque, qui fait que l'image est vivante. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une limite, c'était un peu le sens de ma question tout à l'heure, justement à exposer le vivant? Est-ce qu'on peut exposer le vivant? Vous situez ça aux alentours de 2010. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire exposer le vivant comme, je ne sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais comme il y a eu des choses peut-être plus spectaculaires avec des animaux, est-ce qu'on peut exposer que des... Enfin, faire entrer le vivant, c'est pas, ça se fait dans des règles, et peut-être que il y a un moment pour ça, et qu'on en est peut-être un peu sorti. Alors, c'est devenu une question extrêmement complexe pour un ensemble de raisons. En fait, moi, l'article que vous citez, effectivement, je m'étais concentré sur la période de 2010, mais en vérité, il y a une période avant qui est autour de 68, où il y a eu les expositions justement de l'Arte Povera avec les œuvres de Calzolari, où il y avait déjà un chien. Des oiseaux, des œuvres de Kounelis avec des oiseaux, ou la fameuse performance avec les 12 chevaux dans une galerie. C'est des choses qui ont pu être refaites, des choses qu'on a d'ailleurs proposées, on a envisagé de refaire pour l'exposition d'Arte Povera, et pour lesquelles on a assez largement renoncé, pour un ensemble de raisons qui font que la question du bien-être animal... dont vous parliez tout à l'heure, le droit des animaux. Oui, voilà. Et qui se pose différemment, et c'est toute l'intelligence de Pierre Huyghe d'exposer, on va dire, dans un lieu qui n'est pas un musée, puisque c'est un lieu à l'air libre. On peut imaginer que le chien a une forme, on va dire, d'habitat naturel, qui va peut-être pas souffrir de la présence humaine. Et quand le chien avait été exposé au centre Pompidou, ça avait donné lieu à d'immenses débats, où la commissaire, c'était Emma Lavigne, donc c'est celle avec laquelle j'ai fait l'exposition avant l'orage, voilà, qui s'était astreint à avoir une visite de vétérinaire quotidienne. Et ce qui nous amène à des situations qui sont
presque comique, puisque qui, chez les propriétaires de chiens les mieux intentionnés, emmène son chien tous les jours chez le vétérinaire pour voir s'il va bien? C'est bien entendu personne. Et en fait, ce qui est très intéressant, parce que nous, on avait par exemple exposé l'aquarium de Pierrewig où il y a des poissons, et on a eu beaucoup de questions de la part du public. Est-ce que ces poissons ne sont pas en train d'être traumatisés par l'expérience? Quand on avait réfléchi en interne à refaire l'expérience des chevaux de Kounelis, il y avait beaucoup de gens qui étaient très mal à l'aise à l'idée de ce que pouvaient vivre les chevaux à l'intérieur du musée. Et en fait, c'est une réflexion qui est extrêmement intéressante, parce que alors, ça indique premièrement à quel point la question du bien-être animal a fait des progrès considérables. Ça, c'est un premier point, parce que tout le monde a, je pense, cette idée en tête, là où il y a 20 ans, je pense que vraiment on ne se serait pas posé la question, ou beaucoup moins. Et la deuxième, c'est que c'est la preuve que le musée n'est pas le lieu de la nature. Ce n'est pas le lieu où on s'attend à voir du vivant. Et ça nous gêne profondément de voir du vivant. Si je vous montre des petites choses, sans même parler nécessairement du vivant pour l'exposition Arte Povera, voilà, dans l'Arte Povera, il y a beaucoup de choses avec de la glace qui fond, avec des flammes. Ça, on s'était astreint à 2 fois par semaine pendant une demi-heure, parce que si vous allumez une flamme dans un musée, une petite bougie ou un bec benzène extrêmement dangereux, il faut un pompier. Donc c'est un budget colossal. Il faut quelqu'un en face, parce qu'on estime que quelqu'un va se jeter dans les flammes et va brûler. Bon, ça après, il y a des questions de législation, de surlégislation, de volonté. En France, on aime beaucoup légiférer et de façon préventive sur un ensemble de choses qui partent d'une bonne intention, mais qui parfois aussi vont un peu contre ce que doit être un lieu de création. Et en fait, toutes ces données-là font que la question d'une chose qui a une temporalité, qui a un écoulement, on va dire dans le temps et dans l'espace, est problématique dans un musée. Parce que en fait, les corps de métier ne sont pas les bons, les pratiques ne sont pas les bonnes, la législation du musée n'est pas la bonne, tout va à l'encontre de la présence du vivant dans le musée. Ce qui est, on va dire, la preuve la plus éclatante que Descola avait raison. Je vous entends acquiescer, Chiara. Est-ce que... Oui, surtout, je pourrais rebondir sur tous les points. Mais bon, pour commencer par le dernier, il y a par exemple David Horvitz, un artiste avec qui je travaille, qui a conduit un projet en France où il a donc fait don d'une œuvre à différentes institutions, y compris le Louvre. Et cette œuvre était une petite branche d'une plante qui vient d'une plante de sa grand-mère, donc du vivant. Et évidemment, la très grande majorité des institutions n'ont pas un dispositif qui puisse accueillir le vivant. Et donc, après, l'artiste a pu exposer... Donc c'était une branche morte ou une branche vivante? Des branches vivantes, des branches, donc des talées, vous voyez, des plantes, des plantes potentielles. Oui, mais juste, voilà, sur quelques points, tu as mentionné le chien, et donc, lorsqu'il est venu au Pompidou à Paris, il a fait part de l'exposition au Beaubourg, la rétrospective curatée par Emma Lavigne, c'était en 2012-13. Et alors, je me souviens bien de la réflexion de Pierrewig autour de la présence de ce vivant, de la participation de ce vivant en son œuvre. Et je dis bien participation parce que Pierrewig, nous l'avons vu dans le cartel de l'œuvre de Münster, par exemple, celle d'après, considère donc tous les éléments vivants, non vivants, humains, non humains, comme faisant partie de l'œuvre, mais aussi quelque part, on pourrait dire, je pourrais lui prêter, en tout cas, lire cette démarche de cette manière, aussi une co-autorialité comme Thomas Terracciano qui considère l'araignée co-autrice de l'œuvre. Et le chien, donc la réflexion sur le chien, j'ai fait tout un détour, mais Pierrewig s'est posé la question de savoir donc qu'est-ce qu'était ce chien avant et qu'est-ce que ce chien va devenir après. Donc c'est toute la vie du chien qui a été prise en compte. C'est un chien qui avait été abandonné et c'est un chien qui a qui a été inclus dans cette œuvre à condition que la personne qui performait le jardinier ou gardien de cet espace dans l'œuvre devienne son humain. On dirait traditionnellement son maître. Et donc, le chien a continué à habiter à Kassel, à vivre avec Marlon, il s'appelait, ce garçon, et est donc venu au Beaubourg avec cette personne. Donc, il était dans l'espace avec son humain. Lui, il passait simplement la journée dans une pièce en se baladant avec la personne avec qui il partageait sa vie.
Alors nous avons beaucoup parlé, je sais, ça fait presque un peu plus d'une heure qu'on parle. Est-ce que la salle a des questions? Est-ce qu'on poursuit? J'avais une dernière question en fait sur les imaginaires en fait de tous ces projets dont on a parlé. Est-ce que juste le secteur de l'art avec ces expositions sur l'écologie ou à propos ou autour de l'écologie, est-ce qu'elles peuvent transformer le réel? Quels impacts elles peuvent avoir sur les consciences? Et je me demandais aussi, est-ce que les œuvres qui nous intéressent pas le plus, est-ce que ce ne sont pas celles qui justement essayent de faire émerger la voix de la nature, la voix des animaux, du vivant et même du non-vivant, et pourquoi pas la voix des pierres, hein, oui. Pourquoi pas. Est-ce que vous, dans votre travail de curateur l'un et l'autre, est-ce que c'est important pour vous que le message passe en fait d'une certaine manière? Oui, absolument, c'est important qu'il passe. Et je repensais pour revenir à Pierre Huyghe, mais à une phrase qu'il dit souvent: il ne s'agit pas d'exposer quelque chose à quelqu'un, mais d'exposer quelqu'un à quelque chose. Donc comment est-ce qu'on crée cette exposition? Comment on s'expose donc à une dynamique relationnelle aussi, parce que j'aimerais bien rebondir un instant sur cette pensée de la relation qui est aussi au cœur de ta réflexion, Nicolas Xavier. Elle est au cœur de la mienne également. Plus que l'exposition du vivant, Pierre Huyghe, par exemple, pour rester sur son œuvre, ne serait pas d'accord avec l'étiquette d'artiste qui s'intéresse au vivant. Il s'intéresse, c'est mon propre regard porté sur son œuvre, plutôt aux relations entre le vivant et le non-vivant, l'humain et le non-humain. Maintenant, même l'inhumain, l'intelligence artificielle rentre dans ce discours. Et c'est vraiment, ce sont ces œuvres donc, qui s'insèrent dans des écosystèmes et qui créent des écosystèmes, donc qui pensent une écologie de la relation, véritablement, qui peuvent nous amener, je trouve, beaucoup plus loin d'œuvres qui dénoncent d'une manière frontale ce qui est aussi nécessaire. Par exemple, une inaction climatique ou des actions dans le musée que vous aviez pu évoquer de dénonciation. Ces œuvres-là, en fait, nous font comprendre que nous sommes la nature qui se défend, comme on peut l'entendre. Nous ne défendons pas la nature, nous en faisons partie. Nous sommes donc responsables aussi de la création de ces relations. Donc tu parlais de teaming, de l'illémorphisme, de cette proposition du post-naturalisme. On peut donc, à partir donc du constat que nous fonctionnons sur la base de ces distinctions entre nature et culture et qu'il faut les dépasser, on peut même, en restant au cœur de notre propre culture et tradition philosophique et de pensée, trouver dans l'Antiquité des pensées de la nature qui se situaient en deçà de ce partage. Par exemple, les présocratiques qui pensaient toute la nature en fait comme cette indéterminée, comme ce champ de potentiel qui est le potentiel du réel tout entier. Donc l'écologie, c'est aussi une histoire de relation, en fait. Oui, et puis le mot imaginaire que vous utilisez, il est intéressant, parce qu'en fait, si on revient sur des questions pratico-pratiques, et on va dire le musée idéal, c'est le Louvre. Le Louvre a une empreinte carbone, on va dire, qui est terrible. Qui est terrible, mais pourquoi? Parce qu'en fait, elle est terrible parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. 99% de son empreinte carbone, c'est les gens qui viennent. Donc ça veut dire qu'en fait, le Louvre, il y a un fonctionnement, on va dire, sur le plan purement pratique, idéal. Il produit rien. Ils ont pas besoin, ils ont les meilleures choses possibles. Donc c'est nous qui venons à eux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On peut imaginer que le Louvre revoit entièrement sa communication pour s'adresser à un public francilien ou français. Si on prend les chiffres de fréquentation du Louvre, la question du tourisme international est pas extrêmement lourde, mais ce qui demande un changement de mentalité et une prise de risque financière qui, dans les questions des débats dans lesquels on est, je pense, ne sera pas prise. Mais surtout, ça veut dire que, on va dire l'impact pratique est minime. On peut faire
les meilleures choses du monde, avoir des gobelets en carton, avoir des scénographies faites d'air, voilà, on peut aller là, mais à la fin, on fait venir des gens pour voir des expositions. C'est ce qu'on fait, ça ne changera pas, et c'est un espace de relation. Donc comment on utilise cet espace de relation? On contribue à changer les imaginaires, on contribue à planter des petites graines, à polliniser un peu les consciences. On fait de la pédagogie. Moi, par exemple, avant l'orage, j'avais veillé à ce que dans tous les supports de médiation, le mot nature ne soit pas présent, ou soit présenté avec des guillemets, pour utiliser des termes humains non humains, parce que ça permet de changer, en fait, justement, dans la façon dont on pense, de se situer un peu par-delà ces questions-là. En termes de scénographie, si je vous montre, alors c'est très dur à rendre en photo, mais on s'était toujours posé la question de est-ce qu'on est face à une œuvre qui se présente comme un objet, ou est-ce qu'on est sur un site? Est-ce qu'on est dans une sorte d'environnement, dans un paysage? Donc on avait privilégié des œuvres qui nous faisait l'impression qu'on n'allait pas juste regarder un tableau, puis un deuxième tableau, puis une photo, puis un dessin, et que tout ça parlait du non-humain, plutôt que de laisser parler le non-humain et le laisser s'adresser à nous, comme pour reprendre un peu la phrase de Pierre Huyghe. Donc l'exposition, à la fin, de toute façon, on ne changera pas le monde avec une exposition. On changera peut-être le monde avec 10 000 expositions qui seront vues par beaucoup de gens qui auraient en surplus lu aussi peut-être les livres en question, se seraient engagés dans des associations, des partis politiques, auraient peut-être voté pour les bons partis aussi, auraient fait des efforts dans leur vie quotidienne. En fait, on participe à un mouvement généralisé qui, à l'échelle de la société, enfin, je veux dire, tout le monde trie ses déchets maintenant, enfin, tout le monde, je pense que presque tout le monde, les gens font attention à la façon dont ils achètent des habits, la façon dont ils vont voyager pour faire leurs vacances, même si on a l'impression qu'on va pas assez vite, et on ne va pas assez vite, on est pris aussi, nous, on est partie prenante de cet écosystème-là. Et je dirais que le musée, quand il arrivera à se défaire de son idéal de l'abstraction du temps et de l'espace, qu'il acceptera d'être un lieu où le temps s'écoule et où l'espace est réel, où on pourra accepter que l'exposition au 100e jour de sa vie ne présente pas la même chose qu'au premier jour et au 50e jour, qu'on accepte que l'exposition soit un corps vivant, on aura ce sentiment que même dans le lieu de la culture et de l'art, nous avons aussi affaire à du vivant, parce que tout est vivant en vérité. Peut-être la chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que la question même de la conservation d'une œuvre d'art, c'est extrêmement intéressant. En fait, c'est littéralement aller à l'encontre de l'ontologie du matériau. Une photographie perd ses couleurs. Une peinture perd ses couleurs. Une sculpture se désagrège, va s'oxyder, etc. Que faisons-nous? Alors c'est très important du point de vue de la transmission. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais en fait, on les reconstruit. On les remet à neuf. C'est fascinant quand vous êtes au Louvre, on est à Babylone il y a 5000 ans. Alors, au-delà du côté très problématique d'être à Babylone il y a 5000 ans, c'est quand même une sorte de voyage dans le temps qui nous donne cette idée que les œuvres d'art sont des objets sur lesquels rien n'a de prise. Ils ne sont pas en fait dans le flux du temps, contrairement à nous. Et peut-être que, je ne dis pas qu'il faut laisser les œuvres se désagréger, mais qu'une fois qu'on sera un petit peu de prise à cet écoulement des choses, au fait que les choses varient et évoluent, peut-être que les expositions aussi auront plus d'impact. Les gens qui ont vu les expositions de Pierre Huyghe, où les films sont en constante évolution, le montage n'est jamais le même, c'est des choses très fortes. Les œuvres de Daniel Stigman-Mangrané, on a l'impression aussi que les choses nous regardent. Ça produit aussi, ce qui est très intéressant, des choses qui ne sont pas de l'ordre intellectuel. Parce que là, on a dit des choses très intelligentes, enfin surtout Cara, mais on est quand même aussi dans cette idée que si on arrive à s'adresser au corps et au sens, on aura gagné, parce qu'on aura parlé à beaucoup plus de monde. Et que c'est le but, je pense, d'une institution muséale, c'est d'essayer d'aller parler au plus grand monde, en espérant qu'on puisse participer à un effort d'émancipation collective. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci à Anne-Gaëlle Plumegeot aussi, sans qui je pense que ce ne serait pas possible. Pas cette semaine en tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes et merci encore. Merci, merci. Merci Clémentine.